Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... Il fait face, M. Miller, à 21 chefs d'accusation au total pour des crimes commis entre 1994 et 2016. On parle de 10 victimes, la majorité qui étaient mineures au moment des faits, l'une d'entre elles qui n'avait même pas 14 ans. Des histoires étranges de l'ère numérique. Pendant des décennies, il a été l'un des hommes d'affaires les plus puissants du Québec. Discret, insaisissable, Robert Miller a bâti un véritable empire, celui de Future Electronics. Il a amassé une fortune qui lui a offert bien plus que du succès, la possibilité d'un silence absolu. Mais derrière cette réussite éclatante, une autre réalité prenait forme. Une réalité bien plus sombre, celle d'un système secret bien rodé ou de jeunes filles dont certaines, à peine adolescentes, étaient recrutées, manipulées et exploitées. Comment un homme aussi influent a-t-il pu orchestrer un tel réseau sans jamais être appréhendé? Qui savait et surtout, qui a choisi de ne rien dire? Plongez avec nous au cœur de cette affaire troublante. Sébastien Lévesque, comment ça va ce soir? Ça va bien et toi, Émile Gauthier? Ça va très bien. Ce soir, on va parler d'une affaire qui est encore en cours au Québec, qui a secoué le monde des affaires, mais le grand public aussi, suite à un reportage d'enquête, une émission à Radio-Canada et aussi de Fifth Estate, et s'en est suivi une saga interminable. Il y a même eu des nouveautés, des nouvelles cette semaine. Oui, on va vous tenir au courant de tout ça. L'histoire de Robert Miller, qui est un homme d'affaires qui a eu beaucoup de succès, un milliardaire québécois très secret qui prenait pas souvent parole dans les interviews, dans les journaux par exemple, et on s'est rendu compte qu'il y avait un stratagème un peu à la Epstein pour recruter des jeunes filles pour assouvir ses passions. Ou du moins, c'est ce qui est allégué contre lui en ce moment via un recours collectif. Donc, ce soir, on va faire le tour un peu de cette histoire, de son parcours à lui, mais aussi de comment des gens ont découvert des allées et venues un petit peu louches dans des chambres d'hôtel, dans une deuxième maison que le milliardaire possédait. Donc, c'est très intense. Puis, on est toujours sous le choc quand on entend parler d'une histoire à la Epstein, mais qui arrive près de chez nous. Oui, parce que, je veux dire... Ces filles-là, ça peut être nos enfants. Puis ce que tu disais, c'est vrai, parce qu'avant le reportage d'enquête, moi qui est quand même dans le milieu de l'informatique et tout ça, j'avais jamais entendu même le nom de l'entreprise Future Electronics et encore moins Robert Miller dans ça. Donc son côté discret, c'est vrai qu'il l'a toujours bien gardé. Puis ça, il a le droit, dans le sens que c'est juste que là, actuellement, si vous le googlez, c'est une toute autre histoire. Oui, absolument. Puis on a l'impression que c'est juste des milliardaires dans d'autres pays qui ont des îles privées, qui montent des stratagèmes comme ça. Mais là, c'est ça, on se rend compte que ça arrive même à Montréal. Oui. Et on va faire le tour de cette histoire-là et on va vous tenir au courant éventuellement des développements. Absolument. Sinon, ce soir, on boit une bonne bière que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps, Seb, qui est une IPA au chardonnay et au seigle de la brasserie Grande Allée de Boisbriand. Vraiment très bonne bière à combien déjà? À 5,6% d'alcool. Ah, c'est relax. Donc, c'est relax. Oui, pour une IPA, en fait. Pour une IPA, ça, généralement, c'est plus alcoolisé que ça. Avec un IBU de 40. Donc, c'est une bière quand même qui est très florale, épicée, mais à la fois qui est légère. Elle a un peu la force d'une IPA, mais qui n'est pas trop alcoolisée
en même temps. Et cette tournée de bière-là nous est offerte par Isabelle Guéraud, donc shout-out à toi. Oui, et puis si vous voulez faire comme Isabelle, en fait, qui nous a offert cette tournée de bière-là, vous allez sur notre site web, distorsionpodcast.com, petit onglet en haut à droite de tournée de bière, et voilà, vous nous faites un petit don sur PayPal, et on peut remplir le fridge. Oh oui. On a aussi un shout-out à donner à Caroline Fortin, qui nous a donné une review 5 étoiles sur Apple Podcast. Sachez que vous pouvez le faire sur Spotify ou sur les autres plateformes aussi. On va aller faire un tour. Elle nous dit « Un bonjour de l'Est ». Coucou les gars, en direct de la Gaspésie, ma région natale. Oui. Plus précisément, Saint-Georges de Malbaie. Je me suis fait recommander votre podcast par ma coloc et meilleure amie Audrey-Anne. Oh. Franchement, je suis complètement addict. J'ai commencé avec les épisodes plus récents, mais je n'ai eu d'autre choix que de retourner à l'épisode 1 et de toutes les écouter. Oh, il y a pire que ça dans la vie. Merci de nous écouter avec vos colocs. Oui, très gentil, Caroline. Charlotte à toi. En after show, pour nos abonnés Patreon, on va parler d'un autre cas similaire, mais du côté canadien, celui de Peter Nygaard, qui est un genre de mogul de la mode et du vêtement, qui a lancé une entreprise et qui est devenu milliardaire avec des vêtements distribués un petit peu partout. Et lui, ça le mettait très près du monde du mannequinat, puis bref. Et il a profité de son statut d'homme puissant pour lui aussi monter un genre de réseau de... Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, les milliardaires, mais on dirait que c'est l'ultime luxe. Après les voitures de luxe, ça te prend un réseau de trafic humain. C'est le thrill. On dirait que c'est le thrill. Un moment donné, j'avais déjà entendu ça qui disait que quand tu es riche comme ça, il y a à peu près plus de besoins que tu n'es pas capable de compenser, de combler. Donc, tu vas aller chercher des choses quasiment inatteignables pour le monde. On dirait qu'il y a une distorsion de l'esprit de ce que tu peux acquérir. Donc, ça va se retrouver sur Patreon pour nos abonnés, cet after show sur Peter Nygaard. Là-dessus, Seb, je pense qu'on en a assez dit. Est-ce qu'on est prêt à se plonger dans l'épisode complexe d'aujourd'hui? Oui, mais, Émile, est-ce que tu as déjà eu l'impression que gérer ton forfait mobile, c'est aussi compliqué que de résoudre l'affaire Robert Miller? Ha! Carrément, Seb. À chaque fois, c'est une enquête complexe, juste savoir pourquoi ma facture augmente sans arrêt. Alors, oublie les énigmes, Émile. Chez Fizz, tout est simple et honnête. Le prix que tu vois, bien c'est le prix que tu paies, sans frais cachés ni augmentation surprise. Donc, pas besoin de devenir détective pour comprendre son forfait? Exact. Et avec Fizz, plus tu restes, moins tu payes grâce à leur programme de loyauté. Et en plus, avec le code PODZ, P-O-D-Z-Z, les nouveaux membres obtiennent 25 $ de rabais, 10 gigs de données mobiles gratuites et 1 mois d'Internet gratuit. Ça, c'est clairement la meilleure piste à suivre, Seb. Rendez-vous sur fizz.ca pour activer votre forfait avec le code PODZ et simplifiez-vous la vie. Avec Fizz, l'enquête est bouclée. Hey Émile, justement là, pour les journées où ta liste de tâches est interminable et en plus tu dois gérer ton forfait mobile, comment tu fais pour garder ton énergie et la tête en dehors de l'eau? C'est vrai que ces journées-là peuvent être très épuisantes, entre les appels, les courriels, les réunions, la gestion du forfait Internet. Il me faut un bon coup de fouet d'énergie. Eh bien, oublie le café. J'ai découvert une solution idéale, les shots pressés à froid Dose Juice. Oh! Un concentré 100% naturel avec du gingembre, du curcuma, du citron et du poivre noir, tout ça sans caféine, mais ultra efficace. Ah, c'est exactement ce qu'il me faut pour rester énergique toute la journée. Pas de sucre ajouté, pas d'ingrédients inutiles, juste de l'énergie pure. Exactement, Émile. Et en plus, c'est super accessible dans toutes les petites épiceries de quartier, mais aussi IGA, Métro, Walmart, Super C, Maxi, Avril, Costco et bien sûr en ligne sur dosejuice.com. Et pour nos auditeurs, on a un petit cadeau. Profitez de 20% de rabais sur votre première commande en ligne avec le code DISTORSION20 sur dosejuice.com. Dose. Un petit shot, un grand impact. Seb, maintenant qu'on est bien réveillé, est-ce qu'on est prêt à se lancer dans l'histoire troublante de Robert Miller? Oui, monsieur. Allons-y. Maintenant.
Robert Miller est né en 1943 à Montréal. Il est une figure emblématique du monde des affaires québécois dont la vie illustre à la fois le rêve américain et une chute spectaculaire. Fondateur de Future Electronics, Miller a bâti un empire dans le domaine de la distribution de composantes électroniques, devenant l'un des hommes les plus riches du Québec. Cependant, derrière cette façade de réussite se cache une histoire sombre qui mêle exploitation sexuelle et trafic qui aurait duré plus d'une décennie. Alors, je vais revenir en arrière et je vais vous parler un peu de sa vie, puis aussi de Future Electronics. À l'âge de 25 ans seulement, c'est en 1968 que Robert Miller fonde Future Electronics. Partant de rien, il transforme cette entreprise en l'un des plus importants fournisseurs de composantes électroniques au monde. Un tournant majeur survient en 1976 lorsque Miller rachète les parts de son partenaire, un certain Eli Mannis, pour 500 000 $, prenant ainsi le contrôle total de l'entreprise. Puis tu disais en intro, Seb, que tu n'as jamais entendu parler de Future Electronics, mais tiens, je vais te parler un peu de ce qu'ils faisaient, parce que des composantes électroniques, c'est très vague. Hein? Oui, oui. Ils fournissaient évidemment, ils fournissent des parties qui servent à en fabriquer les plus grandes. Oui, exact. Donc, vraiment des composantes électromécaniques pour des ventilateurs, aussi des dissipateurs thermiques pour du matériel électrique ou informatique, par exemple. Ils faisaient des dispositifs de protection de circuits contre des surtensions, comme des fusibles, des diodes, des dispositifs de synchronisation aussi, comme, tu sais, des cristaux qu'on va utiliser dans des montres, ou même des oscillateurs, solutions de gestion thermique, des relais informatiques, des relais électriques, des choses comme ça, des interrupteurs. Donc, c'était vraiment des composantes là, qu'on va retrouver sur des boards par exemple, d'amplification ou autre. Dans notre console, tu sais, qu'on enregistre le podcast. Des résistances, des trucs comme ça. Là. Donc, c'est vraiment des petites pièces qu'on retrouve dans la plupart des objets électroniques du quotidien. Quoi. Oui, je me suis un peu dit qu'on l'avait peut-être un peu financé tous dans notre vie en achetant un toaster ou une laveuse ou quoi que ce soit indirectement. Exact, un cadran. Oui. Je sais pas. Mais je lui donne que c'était quand même visionnaire. Hein, fin des années 60, 70, on était dans les débuts de l'âge informatique électronique. Oui, mais c'était un peu la bulle du silicone. Hein? C'est ça qui a... c'est vrai. Puis des microprocesseurs, c'est là que ça commençait. Donc, il a dû flairer justement la bulle techno qui allait arriver, là, tu sais. Oui, exact. Avec l'arrivée de Silicon Valley et tout ça, là. La réussite de Miller est spectaculaire. Future Electronics devient rapidement un acteur majeur de l'industrie avec des succursales dans 47 pays et environ 5500 employés. L'entreprise approvisionne certains des plus grands producteurs d'appareils technologiques de la planète. Forbes estime d'ailleurs la fortune de Miller à près de 2 milliards de dollars américains, le plaçant parmi les hommes d'affaires les plus fortunés au Canada. Le secret de son succès réside dans son approche novatrice de la gestion des relations clients et des stocks. Miller est connu pour être un travailleur acharné, ayant travaillé 16 heures par jour, 7 jours sur 7, pendant plus de 2 ans afin d'établir son entreprise. Au sein de Future Electronics, il est considéré comme un visionnaire. Un vice-président de l'entreprise a même déjà déclaré que notre propriété intellectuelle la plus précieuse est le cerveau de Robert Miller. Oui. Mais malgré son succès phénoménal, Miller demeure une figure énigmatique. Il est connu pour sa discrétion extrême, accordant rarement des entrevues et évitant les projecteurs. Cette aversion pour la publicité s'étend également dans sa vie privée. Ses jets privés ne sont pas traçables avec les outils de suivi de vol et sa luxueuse demeure de Westmount, quartier plutôt bourgeois de Montréal, a été délibérément brouillée sur Google Street View. Comme bien des millionnaires vont faire. Oui, exact. Miller est décrit comme un homme fasciné par la technologie et l'innovation. Son intérêt pour la cryogénie, une technologie controversée visant à préserver les corps dans de l'azote liquide dans l'espoir d'une future résurrection, a fait l'objet d'un article dans Forbes en 2014. Cette fascination pour la prolongation de la vie humaine témoigne de son désir de repousser les limites de la science et de la mortalité.
Seb, est-ce que tu peux m'en dire plus sur la cryogénie, toi qui en es un spécialiste? Oh oui, un grand expert en congélation. Oui. À part congeler mon steak haché. Non, plus sérieusement, la cryogénie, c'est la science qui étudie et produit des températures extrêmement basses, généralement inférieures à moins 150 degrés Celsius. Dans le contexte de la préservation humaine, on parle plus spécifiquement de cryonie ou de cryogénisation, qui vise à conserver un corps ou un cerveau humain à très basse température dans l'espoir d'une résurrection future. Et le processus de cryogénisation se déroule en plusieurs étapes. Faut refroidir rapidement le corps après le décès. Ensuite, on le transporte vers une installation spécialisée et on l'immerge dans de l'azote liquide à moins 196 degrés Celsius. C'est très, très froid. J'avais l'impression qu'on casserait, moi. Il y a plusieurs personnalités qui ont manifesté leur intérêt pour ça et qui ont effectivement été cryopréservés, qu'on dit. Il y a James Bedford, premier homme cryopréservé en 1967. Ça fait longtemps, là. Ah oui, c'est clair. Parce que je me rappelle, c'est dans Star Wars que Harrison Ford se fait, me semble, cryogéniser. Ça se peut, je suis pas assez fan, je m'en rappelle pas. Puis donc, lui, James Bedford, c'était avant Star Wars. Donc, oui, 67, ouais. Peut-être qu'ils se sont inspirés de ça, ça se pourrait, effectivement. Sinon, il y a eu Ted Williams, qui était un joueur de basket américain qui a été cryopréservé en 2002. Un joueur de baseball. De baseball, oui, merci. Et il y a Dick Clare, qui était producteur de télévision américain, que lui a été préservé en 1988. Et aussi, il faut savoir qu'il y a d'autres personnalités qui ont exprimé leur intérêt pour la cryogénisation, qui sont encore vivants. Paris Hilton, la charmante Paris, qui a dit en 2007 qu'elle voulait être cryopréservée. Il y a Steve Aoki, le DJ un peu, un peu foufou avec ses tartes et tout ça, que lui, il a même créé une fondation, ça je l'ignorais, pour la recherche en cryopréservation. Ben oui, hein, j'imagine que pour... si on arrive à la fin du monde et qu'il reste juste quelques humains, on va avoir besoin de Steve Aoki? Ben oui, exact. Pour recevoir une tarte à la crème au visage. Et il y a même eu Britney Spears qui a manifesté son intérêt dès 2010. Bon, on la préserverait, Britney Spears. Ah ben oui, quand même, on l'aime, là. Il est important de noter que la possibilité de ressusciter des personnes cryopréservées reste très hypothétique et soulève de nombreux débats scientifiques et éthiques, on s'entend. Puis qu'est-ce qu'il y en est de Walt Disney, Seb? Il y a une rumeur qui dit que Walt Disney aurait été un précurseur là, qui aurait congelé son corps. Moi, c'est tout de suite à cette histoire-là que je pense. Toujours, moi aussi. Mais non, c'est une fake news. Oui, hein? Puis je dois t'avouer que jamais j'ai toujours pensé que c'était vrai. Avant de faire la recherche pour ça. Et les rumeurs, en fait, c'est que son corps aurait été conservé par cryogénie. Ça fait des décennies, mais c'est pas vrai, là. Il est décédé le 15 décembre 1966 à la suite d'un cancer du poumon, mais 2 jours après sa mort, il a été incinéré. Et ses cendres ont été enterrées au Forest Lawn Memorial Park à Glendale, en Californie. Bon, ben il est loin d'être préservable. Là. Non, on peut même pas le déterrer puis le reconstituer comme Frankenstein a fait. Ouais, ou dans La Mouche. Sur le plan personnel, Robert Miller s'est marié en 1967 avec Margaret Antonier, une diplômée de l'Université Concordia de Montréal. Margaret sera mariée 37 ans avec Miller et elle va devenir une tête influente dans le milieu de la radio au Québec en devenant une des agentes publicitaires les mieux reconnues dans la province. Margaret a aussi contribué à la construction de Future Electronics en travaillant, elle, sans salaire pendant longtemps dans les débuts. Elle a également dirigé Miramar Development, une entreprise immobilière en Floride, aussi fondée par Miller. Donc, sa femme l'a beaucoup aidé dans toutes ses aventures professionnelles. Miller était une personne fanatiquement discrète, si recluse qu'il était rarement photographié.
Sa première mention dans les pages des journaux québécois en tant qu'homme ayant acheté le manoir de Charles Bronfman à Westmount remonte au milieu des années 80. Pour info, la famille Bronfman est une famille là, de très riches financiers canadiens. Là, ils sont à Montréal, eux aussi, donc c'est parmi les plus riches de la ville. Là. Son nom à Miller apparaissait occasionnellement dans des petites annonces offrant des emplois de vente ou dans des articles sur son entreprise qui prenaient toujours soin de le décrire comme quelqu'un fuyant la publicité. Mais c'était à peu près tout. On en parlait très peu de Miller dans les médias. C'est quand même étrange pour un magnat de la technologie là, qui a commencé à dominer le marché des composantes informatiques plus d'une décennie avant la révolution du PC puis de l'ordinateur personnel. Ses confrères de la Silicon Valley, par exemple, sont beaucoup plus extravagants en public. Ils brassaient beaucoup plus d'air là, que Miller. Oui, c'est vrai. Mais derrière cette image d'entrepreneur visionnaire et discret se cachait un système d'exploitation sophistiqué qui aurait perduré pendant plus d'une décennie, soit de 1994 à 2006. Ce qui est particulier avec l'histoire de Robert Miller, c'est que ça se déroule pour la majeure partie à Montréal, dans des lieux qu'on connaît, Émile. En même temps, ça donne la frousse de savoir que des choses comme ça se sont déroulées si près de chez nous. De 1999 à 2000, Robert Miller est un client très régulier de l'Hôtel Intercontinental de Montréal. Malgré le fait qu'il habite une maison de Westmount située à seulement 15 minutes de là, mais lui, il loue en permanence 2 suites au 25e étage de l'hôtel sans jamais y passer une seule nuit. Une des suites était pour lui-même, l'autre pour Raymond Poulet, son principal entremetteur. Les employés de l'hôtel remarquent un va-et-vient constant constitué de très jeunes femmes. Il le qualifie même d'une parade de jeunes filles. Raymond Poulet les amenait d'abord dans sa chambre, la 2500, puis les accompagnait à la chambre de Miller. Après leur rencontre avec Miller, elle retournait à la chambre de Poulet avant de quitter l'hôtel. Donna Loupret, ancienne directrice de la sécurité de l'Hôtel Intercontinental, elle se souvient avec précision de l'époque où Miller louait les 2 suites du 25e étage. Raymond Poulet, semble-t-il, c'était quelqu'un qui était aussi impliqué dans son entreprise Future Electronics. Oui, exact. C'est un genre d'adjoint là, de plus haut niveau. Là, mais Miller paye même de sa poche avant de faire des modifications dans sa suite. Il y fait installer une immense baignoire. Cette baignoire était surnommée par le personnel de l'hôtel le Fuck Tub. Oh, un beau petit nom pour une baignoire. Oui, exact. Une jeune fille témoigne se souvenir de sa rencontre marquante avec Miller. Raymond Poulet lui avait mentionné qu'elle devait prendre un bain avec Miller. Une fois dans la baignoire, l'homme lui aurait demandé qu'ils se lavent mutuellement. Une fois le bain terminé, elle croyait pouvoir quitter. Mais Miller passa à la chambre dans le but d'avoir une relation sexuelle avec elle. La jeune femme aurait alors manifesté son refus et il l'aurait laissé quitter la chambre sans conséquence. Suite à des tensions entre l'équipe de Donna Loupret, la directrice de la sécurité de l'hôtel, et Robert Miller, Loupret finit par le confronter au téléphone au sujet de l'âge de ces jeunes femmes. Et la réponse exacte de Miller fut « Ce sont mes nièces ». Oui, bien sûr. Ben oui. Loupret raconte avoir répondu « Vos nièces, vous avez un sacré paquet de nièces », avant que Miller ne raccroche. Encore à ce jour, elle est convaincue qu'il savait très bien de quoi elle parlait. La mascarade de Miller commence à s'ébruiter dans les couloirs de l'hôtel et les employés en sont mal à l'aise, et avec raison. Son équipe explique que la suite en question est simplement un endroit où Miller souhaite aller réfléchir quand il ne peut le faire à la maison ou au bureau. Malgré les inquiétudes de son équipe, Loupret se sentait impuissante car aucune des jeunes femmes n'avait porté plainte auprès de l'hôtel. La fréquentation de l'hôtel Intercontinental par Miller prend fin au début des années 2000. À ce moment-là, Miller délaisse les hôtels de Montréal et relocalise ses activités présumées dans une maison cossue de Westmount située au 380 avenue Olivier.
Ce qui est vraiment troublant, là, Seb, c'est que cette maison-là semble avoir été spécialement aménagée pour recevoir des visiteuses comme à l'hôtel. Robert Miller avait mis en place un système élaboré pour ses rencontres présumées avec de jeunes femmes. Encore une fois, on voit à quel point les ultra-riches sont prêts à aller loin pour satisfaire leurs envies. Oh oui. Il louait 2 maisons situées face à face sur l'avenue Olivier. Et son modus operandi était le suivant. Miller se garait derrière l'une des maisons à l'abri des regards. Il entrait dans cette première maison via un garage souterrain et la traversait discrètement. Ensuite, il sortait et traversait la rue pour se rendre dans la seconde maison. Il entrait par la porte principale. Oui, oui. Et cette deuxième résidence était celle où il recevait les jeunes femmes. Une fois installé et prêt à recevoir ses visiteuses, Miller allumait une lumière spécifique. Ce signal lumineux indiquait aux intermédiaires que Miller était disposé à accueillir les jeunes femmes. C'était donc là un système assez complexe qui lui permettait de maintenir une apparence de discrétion tout en organisant ses rencontres de manière méthodique, là. Il a été filmé, c'est presque Batman qui arrive dans la Batcave devant une maison qui est même pas celle où il s'en va. Là, c'est quand même c'est un peu weird. Là. On voit que c'est le désir de garder tout ça discret et bien opérationnalisé. Là. C'est bien fignolé, ce stratagème. À un moment donné, il va avoir des débuts de soupçons. En 2006, l'ex-femme de Miller, Margaret, qui était mariée avec lui à cette époque-là, décide de briser le silence et de demander le divorce. Les procédures, d'ailleurs, autour de ce divorce seront très complexes. Ça va faire aussi le tour des journaux, ça va être très lourd. Miller va poursuivre sa femme par la suite. Ça sera pas facile. La peur marque son visage alors qu'elle explique ses soupçons à un ancien policier du SPVM devenu maintenant détective privé. Comme rapporté par l'émission de Fifth Estate de la CBC et Enquête de Radio-Canada à l'automne 2006, Margaret a demandé une rencontre avec John Westlake, un enquêteur privé montréalais et ancien policier, pour discuter d'une enquête sur son ex-mari. C'est drôle, encore une fois, les riches, ils passent pas tout de suite par les policiers, eux. Là, quand ils voient, mais ils se payent des ressources. Oui, ils passent par... oui, exactement, ils passent par des enquêteurs privés. La rencontre a eu lieu au Vermont, l'État américain, car Margaret aurait eu peur de Miller. Donc, elle s'est assurée d'être très loin de lui et de ne pas être suivie. Parce que vous allez le voir, Miller, ayant plein de ressources, c'est pas rare qu'il fait suivre des gens. Exact. Donc, ils se sont rencontrés au Vermont. Et à ce moment-là, Margaret a affirmé avoir trouvé du matériel pornographique qui l'avait horrifié. C'est les termes qu'elle a utilisés. Oui. Son ex-mari, Miller, le milliardaire et homme d'affaires, cacherait un secret inavouable et elle est déterminée à en savoir plus sur ce secret. Elle avait des soupçons concernant des activités sexuelles troublantes impliquant son mari. Westlake, l'enquêteur privé, intrigué par son récit, accepte l'affaire et entame sa surveillance. Mais il est bien conscient que ça ne sera pas si facile que ça. Les nuits sont longues pour l'équipe postée devant la luxueuse demeure de Miller à Westmount. L'homme mène une vie en apparence banale, mais un détail attire rapidement l'attention des enquêteurs. Pendant 21 jours, ils observent un flux constant de jeunes femmes, au profil juvénile, qui entrent et ressortent de la maison, souvent les bras chargés de sacs de hockey. Tu sais, les grosses poches de hockey, là, c'est immense, là, c'est dur à traîner. Miller semble leur offrir des cadeaux, une habitude qui éveille davantage les soupçons. Ceci dit, alors que les enquêteurs suivent Robert Miller, ils ne se doutent pas qu'ils sont eux aussi suivis.
Les investigations des enquêteurs privés révèlent également que Robert Miller stocke des vêtements de marque et des accessoires de luxe dans un entrepôt de l'ouest de Montréal. Ce qui alimente les doutes là, sur ses intentions réelles. Des vêtements là, de marque Gucci, Versace, Louis Vuitton, sans pile, sans limite dans l'entrepôt. Puis c'est pas le genre de vêtements qui correspond au style vestimentaire de Robert Miller, là, si vous voyez ce que je veux dire. Un jour, alors que l'enquête de Westlake progresse, 2 hommes l'approchent dans un restaurant de l'ouest de Montréal. Il s'agissait de Terence Corcoran et Stephen Roberts, des agents de sécurité engagés par Robert Miller. Stephen Roberts est un ancien policier qui travaillait pour NCIS, la National Criminal Investigation Service, une entreprise de sécurité privée qui était liée à Future Electronics. Et Terence Corcoran, était quant à lui le propriétaire de NCIS. Ils suivent les enquêteurs depuis belle lurette, car Robert a remarqué qu'il était surveillé. Ils ont d'abord tenté d'obtenir des informations sur l'enquête de Westlake, mais celui-ci est resté discret. Plus tard, ils reviennent avec une proposition plus directe. Selon Westlake, Stephen Roberts lui aurait dit « On va vous donner 300 000 $ pour cesser l'enquête et nous donner ce que vous avez recueilli. » Ils ont donc tenté de soudoyer l'enquêteur en lui offrant un montant d'argent. Faut le faire quand même. Hey. Seb, toi qui es un expert encore une fois en enquête privée, quelles sont les conséquences pour un enquêteur privé d'accepter des pots de vin comme ça? Est-ce que c'est une faute grave parce que c'est pas des policiers officiels? Non, exact. Mais oui, c'est une faute grave parce que pour un enquêteur privé au Québec d'accepter de l'argent en échange de son silence, il faut comprendre, Émile, que c'est une pratique qui va à l'encontre de plusieurs règles éthiques, mais aussi légales qui encadrent la profession. Là. C'est quand même il y a un cadre législatif. Il y a le Code d'éthique de l'Association professionnelle des enquêteurs privés du Québec, l'APEPQ, l'acronyme nommé me fait rire, stipule qu'un enquêteur doit toujours faire preuve du plus haut degré d'intégrité lors de l'exercice de ses affectations. Il y a aussi la loi sur la sécurité privée qui régit les activités des détectives privés au Québec. Ça exige en fait que les titulaires de permis fassent preuve de professionnalisme et d'intégrité. Également, les enquêteurs privés sont tenus de se conformer à la Charte des droits et libertés des personnes et aussi au Code civil du Québec. Tu ne peux pas faire n'importe quoi d'illégal sous prétexte que tu es enquêteur. Ouais. Et accepter de l'argent pour garder le silence, en fait, ça pourrait être considéré comme une activité illégale ou même illicite, ce qui est expressément interdit par le Code d'éthique de l'APEPQ. Un tel comportement pourrait donc entraîner la suspension ou même la révocation du permis d'agent de sécurité privée qui est remis par le Bureau de la sécurité privée, le BSP. Donc, c'est quand même rassurant là, pour ceux qui engagent des enquêteurs privés. Ils sont quand même soumis à un code d'éthique assez strict. Oui, je ne pensais pas que c'était autant cadré au niveau législatif, bien honnêtement. Donc, cette offre que Westlake a reçue confirme l'importance de ce qu'il est en train de découvrir. Ancien policier expérimenté dans les enquêtes sur le crime organisé, il comprend immédiatement la gravité de la situation. Au lieu d'accepter l'argent, Westlake et son partenaire se rendent directement au poste de police afin de signaler l'incident, parce que jusqu'à date, les vrais policiers n'étaient pas encore mis au courant. Non, exact. Ils se rendent compte aussi qu'ils sont eux-mêmes suivis par l'équipe de sécurité privée de Miller et ils doivent adapter leur stratagème en fonction de ça. Jusqu'à ce jour, Stephen Roberts nie avoir offert de l'argent à Westlake. Donc, lui, c'est un des 2 agents de Miller. Oui. Et les avocats représentant Corcoran et Roberts qualifient ces allégations de fausses et non fondées. Donc, on verra bien en cours si la lumière sera faite sur cette tentative de soudoiement. Suite au signalement de John Westlake, la police de Montréal ouvre officiellement une enquête sur les activités de Robert Miller. Enfin, la police officielle s'en mêle. C'est en 2009 que l'agence de sécurité Garda alerte le service de police de la ville de Montréal des activités suspectes de Robert Miller. Garda exprime des inquiétudes quant au pouvoir de Miller et à ses contacts influents, craignant d'éventuelles entraves à une enquête, et cette alerte pousse le SPVM à lancer une enquête formelle.
Les enquêteurs déploient alors un arsenal de méthodes pour percer ces secrets. Ils interrogent des victimes présumées et recueillent des déclarations assermentées. Toutefois, il semblerait que certaines méthodes utilisées pour obtenir l'information, disons, soient quelque peu coercitives. Oui, c'était ressorti ça dans les journaux là, entourant l'enquête, me semble. Oui, c'est dommage. Hein? C'est que certaines filles qui rapportent que les enquêteurs les auraient menacées en leur disant que si elles ne parlaient pas, bien, elles seraient accusées, elles aussi, d'être impliquées dans l'exploitation du réseau de jeunes filles. Oui. Tu sais, je comprends que des fois, ils veulent avoir de l'info pour faire avancer l'enquête puis pouvoir condamner, mais... Ça se fait plus tellement comme ça, je pense. Non, c'est ça. C'est sûr, on était plus au début des années 2000. Ça a dû changer. J'ose croire que oui, là, on menace plus les jeunes filles comme ça quand on s'attaque aux trafiquants. Non, c'est ça, c'est des personnes vulnérables, mais ça va toujours dans l'éducation, aussi même des policiers, des enquêteurs et tout ça. Là, maintenant, c'est sûr qu'elles peuvent être incitées à mentir à cause de ça. Là. Bien sûr. Il y a une perquisition qui est finalement menée à la luxueuse résidence de Miller à Westmount, tout ça dans l'espoir de trouver des preuves incriminantes. Il y a des caméras cachées qui sont installées pour surveiller les allées et venues à la propriété de Miller qui ont été installées. Il y a un informateur qui est recruté pour obtenir des informations de l'intérieur. Les enquêteurs scrutent également les textos et les registres d'appels de Miller et de ses associés, cherchant des communications qui pourraient être compromettantes. Cependant, l'enquête se heurte rapidement à de nombreux obstacles, témoignant de la puissance, mais aussi de l'influence de Robert Miller. L'entourage de celui-ci exerce des pressions sur les témoins potentiels, les dissuadant de parler aux enquêteurs. Il y a des avocats influents, probablement mandatés par Miller, qui tentent de dissuader les témoins de collaborer avec la police, utilisant des tactiques d'intimidation ou promettant des avantages financiers, mais en échange de leur silence. On n'est pas trop surpris parce qu'il n'y a pas si longtemps, il aurait, je dis bien au conditionnel, oui. Là, tenté de soudoyer les enquêteurs privés de sa femme. Donc, ça ne me surprend pas qu'il tente le même stratagème auprès des victimes potentielles. Ah oui, absolument. Et puis c'était quand même 300 000 l'enquêteur. Quand j'y repense, c'est beaucoup de sous. Oui, mais c'est tellement quelque chose qui peut, ça peut t'amener en prison. Je veux dire, pour 300 000 pour lui, raison, c'est rien, qui possède, qui est milliardaire, c'est rien pour lui, pour une histoire qui peut tellement l'éclabousser, puis potentiellement détruire sa famille, puis l'envoyer en prison. Oui, exact. Miller dispose même d'une garde personnelle composée de policiers retraités qui ont beaucoup de bons contacts et qui sont capables d'exercer une influence sur les forces de l'ordre ou d'entraver les efforts d'enquête. J'aime toujours pas ça, lire ça, là. Encore une fois, ici, les victimes, bien, c'est les filles, Émile. Elles se font intimider autant par la police que les bullies de Miller. Et malgré les efforts déployés par les enquêteurs du SPVM, les preuves recueillies sont jugées insuffisantes pour justifier des accusations formelles contre lui. En 2010, le dossier est transmis au DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales, qui décide de ne pas porter d'accusation, faute de preuves suffisantes pour obtenir une condamnation. Donc, on repart à zéro, même si tout le monde sait ce qui se déroule réellement là, derrière les portes closes et cependant des décennies. C'est fou quand même. Il va y avoir un tournant, par contre, le 2 février 2023. Après près d'un an d'enquête, c'est l'émission de Radio-Canada Enquête et aussi la CBC avec The Fifth Estate qui diffuse un reportage percutant sur Robert Miller. Selon les témoignages recueillis, les enquêteurs du SPVM ont réussi à élaborer un scénario. Miller aurait utilisé le pseudonyme Bob Adams pour publier des petites annonces et mettre en place un réseau sophistiqué de recrutement pour les jeunes filles, dont certaines n'avaient que 14 ans selon eux. Ces adolescentes, souvent en fugue et issues de centres jeunesse, auraient été ciblées afin d'entretenir des relations sexuelles rémunérées. D'après le reportage, ce système aurait fonctionné de 1994 à 2006. 10 femmes ont témoigné à l'émission Enquête, dont 6 affirmant avoir eu des relations sexuelles avec Miller quand elles étaient mineures. Le système fonctionnait grâce à des intermédiaires, dont Raymond Poulet, dont on vous a parlé, qui, dès 1995, recrutait activement de jeunes filles, souvent mineures.
Les rencontres avaient lieu initialement dans des hôtels luxueux de Montréal, notamment l'Intercontinental, dont on vous a parlé, mais aussi le Reine-Élisabeth, afin de se déplacer vers la deuxième maison de Miller, là, située sur l'avenue Olivier. Oui, oui. Ce sont les fameuses nièces que l'équipe de l'Intercontinental avait repérées, là, dont on parle ici, là, qui faisaient des allées et venues dans l'hôtel. Le système de Miller était bien rodé et impliquait plusieurs personnes. Il y avait Raymond Poulet, qui se présentait comme un employé de Future Electronics et conseiller privé de Miller, qui jouait un rôle clé dans le recrutement des jeunes filles. Il y avait aussi Sam Joseph Abrams, vice-président exécutif chez Future Electronics, qui aurait également été impliqué dans l'organisation des rencontres, la location des chambres d'hôtel et la distribution d'argent aux victimes. Mais tu sais, comment tu peux en arriver là? Tu es VP d'une entreprise milliardaire, tu te retrouves à booker des chambres d'hôtel pour de la prostitution pour ton boss. Comment il pouvait en arriver là, à utiliser des membres de son entreprise, puis... c'est fou quand même. Ils devaient en profiter eux aussi, je présume. Hein? Je me suis posé cette question-là. Ils devaient avoir la même déviance. Parce que ça me hantait un peu tout ça. Est-ce qu'ils étaient obligés pour garder leur emploi? Mais je veux dire, un emploi, tu peux t'en trouver un autre. Donc, si tu fais ça, il y a une partie de toi qui doit être aligné avec tes valeurs, mais peut-être pas jusque-là, mais du moins, oui, ou peut-être aussi, là, mais qui t'es d'accord avec ça, là. Je veux dire, c'est pas faire une tâche qui te tente pas, là, tu sais, des toutes autres tâches connexes. Non. On dirait que ça, parce que même, je me demandais, ces hommes-là, là, ils ont-tu des enfants, puis ils ont-tu des filles aussi, tu sais, puis si on ferait ça à leur propre enfant, comment qu'ils réagiraient. Ça m'a beaucoup perturbé, ça. Pas juste Robert, mais l'entourage, justement. C'est des gens qui peuvent être dangereux pour leurs enfants, rendus à ce stade-là. Je veux dire, la morale éthique, à un moment donné, je veux dire, un emploi, il y en a partout des emplois, là. Tu sais, à moins qu'ils les payaient. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y avait des très gros salaires. Ils devaient... Pour garder le silence. Oui. Parce que eux aussi, c'est très compromettant pour eux. Parce que s'ils se font prendre, c'est illégal aussi. Donc, d'après moi, ils dépliaient beaucoup. J'ai l'impression que... oui, ils coulent avec lui, eux autres aussi, là, c'est sûr. J'ai l'impression que l'incitatif était financier. Mais tu dis ça, mais il me semble qu'il n'y a personne d'autre que Robert, actuellement, qui est accusé. Ou, tu sais, il y a eu une adjointe qu'on va vous parler plus tard, mais il n'y a pas de temps. Ces gens-là, ils ont dû être interrogés, mais on dirait qu'il n'y a pas d'accusation encore. Oui. Ça, on dirait que ça me perturbe, je te dirais. Oui, exact. On verra bien. Miller semblait avoir une préférence pour les filles très jeunes. Selon une victime nommée Julia, il les aimait là, vraiment jeunes, puis il aimait beaucoup le style, le look, là, petite fille. Oui. Une autre victime, Jeanne, a déclaré que Miller n'aimait pas coucher avec les filles très longtemps. Il fallait qu'il y ait une variété. Et que, sur chacune des filles, il y avait une date de préemption, selon Miller. Là. Il était important de maintenir une rotation importante de jeunes filles dans le réseau du milliardaire. On reconnaît encore ici là, Epstein, P. Diddy ou encore Peter Nygard, dont on va parler dans l'after show. Ça devient presque un emploi à temps plein là, pour les complices qui sont impliqués de fournir ce réseau-là. Là. Tu sais, imagines-tu pour vrai la job de trouver des jeunes filles pour un milliardaire? Tu sais, on en a parlé un peu, oui, mais c'est ça. Je te dis que le sens moral est douteux là, rendu là. Oui, vraiment. M'emmener l'argent, je sais pas, c'est particulier. Puis c'est toujours l'effet de nouveauté. Il faut qu'il y ait une rotation, il faut que ça change tout le temps, il faut qu'ils soient de plus en plus jeunes. Oui. Les victimes, on dirait qu'encore une fois, il y a un pattern chez les ultra-riches. Là. Ouais. Il doit y avoir un mode d'emploi à quelque part distribué entre eux là, pour se monter un réseau comme ça, parce que, en tout cas, j'en reviens pas, du moins de ce qu'on sait. Ça donne pas le goût d'être milliardaire. Non, c'est ça. Ça vient avec. Là. Oui. Miller utilisait diverses techniques de manipulation pour attirer et retenir les jeunes filles dans son réseau. Il se vantait de connaître des célébrités et promettait d'aider les filles à devenir mannequins ou encore à rencontrer des célébrités. Certaines victimes décrivent avoir vécu là, une sorte de syndrome de Stockholm, où Miller avait réussi à les convaincre qu'il était un mentor bienveillant, en fait, au lieu d'un exploiteur.
Son système incluait également un mécanisme là, d'auto-perpétuation, un peu comme un MLM, là, Seb, du multilevel marketing, oui, c'est ça, où Miller encourageait les victimes à recruter d'autres jeunes filles, souvent dans leurs propres écoles secondaires. On le voyait avec Epstein aussi, ça semblait être... Mais exactement, là, c'est presque de la vente pyramidale. Plusieurs finissaient par céder à la demande parce que pour elle, lorsqu'elle recrutait d'autres femmes, elle s'assurait, ou du moins, là, ça se pouvait qu'elle n'ait pas de relation sexuelle avec Miller si elle n'amenait d'autres. Donc, d'amener d'autres victimes faisait en sorte que ça les rendait, elles, moins victimes, en quelque sorte. Là, ce qui est tout aussi malsain. Là, oui, exact. C'est assez tordu. Elle empochait la fille, donc, sa commission, sans avoir à subir les sévices elle-même. Mais malgré tout, justement, elle faisait rouler la machine. Mais bon, elle est victime, elle aussi, dans tout ça. Elle a été embarquée, elle a été manipulée. Cette tactique augmentait le sentiment de culpabilité des victimes et réduisait les chances qu'elles dénoncent le système. Parce que là, elles devenaient complices. Là. Exact. S'ils se faisaient pogner, c'était plus grave. Plusieurs femmes ayant témoigné dans le cadre de l'émission Enquête ou dans des poursuites judiciaires contre Miller ont également exprimé des critiques à l'égard du travail de l'avocat criminaliste Stephen Angers. Lors de l'enquête de 2009, ce dernier aurait été engagé par Miller afin d'offrir des conseils juridiques à certaines présumées victimes lors de leur interrogatoire avec la police. Tu sais, donc, encore une fois, c'était pour s'assurer de les manipuler puis de savoir ce qu'elle allait dire ou pas. Exact. Là. En septembre 2024, maintenant, tout récemment, Maître Angers a été désigné comme co-défendeur dans une poursuite de 9,5 millions de dollars intentée contre le milliardaire. La plaignante allègue que l'avocat aurait, à l'époque, entravé la capacité des victimes à témoigner auprès des enquêteurs au sujet de leur vécu au sein du réseau dirigé par Miller. Et c'est quand même des gros trucs juridiques qui s'en viennent. L'étau se resserre. Oui. Les rencontres suivaient généralement un schéma assez identique, que ce soit dans les hôtels de luxe de Montréal ou dans la maison de Westmount. Sur l'avenue Olivier, le rituel est encore plus élaboré. Les victimes présumées étaient d'abord reçues dans un somptueux salon au rez-de-chaussée où Miller leur servait un verre d'alcool, comme du Baileys. Puis on le sait, le Baileys, c'est sucré, fait que c'est apprécié souvent par les jeunes femmes. Ou souvent même les jeunes, les ados, point final. Là. C'est un alcool tremplin. Oui, exact. Il engageait ensuite une conversation posant des questions sur leurs études, leurs rêves, leurs ambitions. Il s'intéressait à elles, mais lui révélait très peu de détails sur lui-même. Miller se vantait d'écrire des discours pour des politiciens ou même de fréquenter plusieurs célébrités. Après une courte conversation, Miller sortait des enveloppes préparées à l'avance contenant des montants impressionnants allant de 1 500 à 4 000 $. Ensuite, il amenait les jeunes filles au sous-sol qui est décrit comme une véritable caverne d'Ali Baba remplie de cadeaux. On y trouvait une immense collection de bijoux, des sacs à main de luxe, par contre souvent de contrefaçon, des vêtements Victoria's Secret, des CD de musique et même des téléphones cellulaires. Les jeunes filles étaient encouragées à choisir des cadeaux qu'elles déposaient ensuite dans les fameux sacs de hockey dont on vous parlait. Cette tactique renforçait ainsi leur sentiment de redevabilité pour la suite. Ceci dit, des jeunes filles qui sortent d'une grosse maison luxueuse avec des poches de hockey, bien c'est pas subtil du tout et ça éveille les soupçons. Après cette étape, elles étaient invitées à prendre une douche dans une salle de bain spécialement aménagée, équipée de produits de toilette neufs pour chaque visite. Elles devaient se raser et s'assurer d'être parfaitement propres. Miller encourageait les filles à faire des tests de dépistage du sida, car il ne souhaite pas utiliser de condom. Okay. Mais les autres ITS, elles... Il portait un soin maladif à ces détails. Après la douche, elle devait mettre une robe de chambre pour ensuite rejoindre Miller pour les activités sexuelles présumées. Oui, c'est plus, on va dire, c'est plus lui le danger là, que les jeunes filles. Là, oui, au nombre de personnes qui voient par semaine. C'est ça.
puis qui ne veut pas mettre les préservatifs là, de ce qu'on sait. Là. Je vais vous lire des témoignages de jeunes filles qui ont été extraits de CTV News, en fait. Elle nous dit, une des jeunes filles, elle nous dit « Je n'avais eu qu'un seul rapport sexuel avant cette rencontre et je ne me sentais pas prête à avoir des relations sexuelles avec lui, surtout sans protection. » Peut-on lire dans la déclaration. Et elle dit « Je lui dis que je ne voulais vraiment pas le faire sans préservatif, mais j'ai fini par accepter. » Et la victime présumée a déclaré que Miller lui avait montré un test VIH négatif. Oui. Ouais. Mais là, on n'a pas envie de tomber enceinte de Miller non plus. Ben non, c'est vrai, mon Dieu. Ah. Une autre victime aurait été confrontée à un test VIH négatif, mais elle aurait eu des soupçons lorsque le nom qui figurait sur le test, bien, il était différent. C'était un nom différent de Bob Adam. Ouais. Parce qu'elle nous dit, il lui a donné une montre et il lui a montré un test VIH négatif sur lequel est inscrit un nom différent qui n'était pas Bob Adams. Mais c'est justement, ça devait être peut-être son vrai nom ou n'importe quoi. Ou n'importe quel nom, là, c'est ça. Dans certains cas, notamment pour une victime présumée de 11 ans. Miller aurait offert une grande quantité d'alcool avant d'avoir des rapports sexuels complets et non protégés avec elle. Certaines victimes recevaient jusqu'à 5 000 $ en argent comptant après les rencontres. Mais imagine, tu sais, 11 ans. Ah non, je peux pas comprendre ça. Là. C'est moi non plus, là. Le rituel des rencontres avec Miller, alias Bob Adams, comportait également des éléments spécifiques qui contribuaient à créer une atmosphère particulière et à manipuler les jeunes filles. Miller se présentait souvent comme le propriétaire d'une station de radio en Californie. Il utilisait cette fausse identité pour impressionner les jeunes filles et renforcer son image d'homme influent, mais surtout de bien connecté. Cette façade lui permettait de gagner la confiance de ses victimes et de les mettre à l'aise rapidement. Lorsque les rencontres impliquaient deux jeunes filles, Miller mettait en place une dynamique particulière. L'une des filles était désignée pour jouer le rôle d'hôtesse, se chargeant de préparer les verres et les bains, pendant que Miller, lui, s'entretenait avec l'autre fille. Cette stratégie permettait non seulement de créer une hiérarchie entre les victimes, mais aussi de les impliquer davantage dans le processus, ce qui renforçait le sentiment de complicité, mais aussi de culpabilité. Il y a un détail surprenant du rituel, Émile, c'était l'omniprésence de la musique de Céline Dion lors des rencontres. Ah, t'es pas sérieux. Je suis pas sûr qu'elle, si elle sait ça, là, je me suis posé la question si c'était venu à ses oreilles à Céline. Je serais pas content, elle peut rien faire, là, mais mon Dieu. C'est ça. Lors des rencontres, Miller est un grand fan de la chanteuse québécoise et il faisait systématiquement écouter ses chansons aux jeunes filles. Cette ambiance musicale familière, d'une certaine façon, pouvait contribuer à créer un sentiment de confort trompeur chez les victimes, tout en reflétant les goûts personnels de Miller. Ceci dit, ce détail me trouble, Émile. Je pense que je ne pourrai plus jamais entendre une toune de Céline Dion de la même façon. Non, sachant que Miller utilisait ça dans ses stratagèmes. Là. Ben oui, parce que moi, toute la discographie de Céline Dion, genre jusqu'à 98, là, je connais toutes les paroles par cœur parce que ça jouait toujours chez nous. Okay? Ma mère, c'était une grande fan. Fait qu'on dirait que Céline, je l'aime d'une certaine façon à cause de ça. Ça l'a comme nourri un peu mon enfance. Puis là, quand je voyais ça, j'étais comme « Oh non, mon Dieu, c'est ma Céline. » C'est de la musique réconfortante. Oui, ben oui, c'est ça. Mais bon, je ne laisserai pas Robert, gâcher mon propre plaisir, mais c'est quand même troublant. Plus troublant encore, Émile, écoute ça, là, il avait pour habitude de prendre des photos des jeunes filles déshabillées lors de leur première rencontre. Cette pratique, non seulement, ça violait leur intimité, mais ça pouvait aussi servir de moyen de pression et de chantage pour s'assurer de leur silence et de leur retour. Ben oui. Ces photos représentaient une forme supplémentaire d'exploitation et de contrôle sur les jeunes filles impliquées dans ce système présumé d'abus. Tu sais, comment peux-tu imaginer une jeune fille de 11 ans là, se sortir d'un cercle vicieux pareil? Là? C'est impossible. Les pauvres filles, là, elles savent qu'elles ont affaire avec un milliardaire dont les moyens sont infinis.
pour les contrôler, là, ces pauvres jeunes filles-là. Puis en plus, il détient du matériel compromettant sur elles. Sérieux, là, ça me... Ben oui, comment tu veux qu'elle se sorte de ça, tu sais, la jeune ado là, qui a à dealer avec tout ça, tu sais. Pauvre petite, à 11 ans. Ben oui. Tu joues au Lego, à Barbe, tu sais, tu penses même pas à la sexualité à 11 ans, là. En tout cas, pas beaucoup, là. Bref. Le 30 mai 2024, les enquêteurs ont assez de témoignages et passent finalement à l'action. Robert Miller, maintenant âgé de 80 ans, est arrêté à son domicile de Westmount par le service de police de la ville de Montréal. Il fait face à 21 chefs d'accusation impliquant 10 victimes présumées pour des faits qui se seraient déroulés entre 1994 et 2016. Les accusations comprennent agression sexuelle, proxénétisme, exploitation sexuelle d'adolescentes, contact sexuel et rapports sexuels avec des mineurs moyennant rétribution. Une bonne brochette d'accusations quand même. La plupart des victimes présumées étaient mineures au moment des faits et l'une d'elles aurait eu moins de 14 ans. Miller est libéré sous promesse de comparaître le 3 juillet 2024 avec l'interdiction de communiquer avec les présumées victimes. L'enquête s'intensifie rapidement. Le 4 juin 2024, Teresita Fuentes, âgée de 67 ans, une femme de l'entourage de Miller décrite comme une membre de sa garde rapprochée et une fidèle assistante qui gérait son quotidien depuis des décennies, est également arrêtée pour proxénétisme en lien avec l'une des victimes présumées. Elle est libérée sous promesse de comparaître, elle aussi, au Palais de justice de Montréal le 3 juillet. Lors de la comparution de Miller le 3 juillet 2024, la procureure de la Couronne, Delphine Mauger, souligne la complexité du dossier. Elle mentionne l'existence de 2 enquêtes distinctes concernant Miller, générant un volume important de preuves à examiner. Le 1er octobre 2024, le dossier est reporté devant les tribunaux. La Couronne confirme avoir commencé à fournir des preuves aux avocats de Miller. Parallèlement à l'enquête criminelle, un recours collectif impliquant environ 51 femmes, Seb, est en cours contre Robert Miller. L'avocat Jeff Orenstein, qui dirige ce recours, indique que certaines victimes présumées auraient été âgées d'à peine 11 et 12 ans au moment des infractions présumées. Bien que pour l'instant le recours comporte 51 femmes, Jeff Orenstein estime que le nombre réel pourrait atteindre 100. En plus de Miller, l'action collective cible 3 employés de l'ancienne entreprise qu'il a fondée et récemment vendue, Future Electronics, dont Sam Joseph Abrams, Raymond Poulet, on vous a déjà parlé de ces 2 hommes-là, tu me posais la question, Seb, aussi d'ailleurs, et un certain Helmut Lippmann. Donc, eux aussi sont ciblés par l'action collective. Ah bon. La défense de Miller repose en partie sur son état de santé. Souffrant d'un stade avancé de la maladie de Parkinson, ses avocats affirment qu'il serait incapable de subir un interrogatoire en cours. Il affirme dans une lettre que son client n'avait jamais eu de relation sexuelle avec une personne en dessous de l'âge du consentement fixé à 14 ans au moment des faits allégués. C'est ça, oui, ça a changé. Là. Ils avancent également un argument médical prétendant que Miller serait impuissant depuis plus de 20 ans. Un neurologue montréalais qui connaît Miller depuis 1996 a fourni une lettre témoignant des difficultés érectiles très sévères de ce dernier. Un problème qui peut survenir chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Mais il me semble que les vieux pervers sortent toujours cette excuse-là. Tu sais, mais je veux dire, tu peux agresser quelqu'un avec autre chose que ton zizi. Oui, exact. Puis c'est l'excuse facile. Puis il ne bande plus. Ben oui, on peut pas aller le vérifier. On peut pas aller le vérifier. Puis, tu sais, je veux dire, va savoir ce que tu peux faire avec, avec les autres membres de ton corps. Oui, exact. Puis même, je me questionnais, quelqu'un qui a des difficultés érectiles, là, s'il prend du Viagra, du Cialis... ou du Viagra et du Cialis. Oui, aussi, oui. En tout cas, c'est ça. C'est une excuse. On a toujours cette impression-là oui, c'est ça. J'ai toujours le sourire en coin quand je lis ça un peu. Là. Dans un récent communiqué, Robert Miller réaffirme son innocence, soulignant sa réputation d'honnêteté, d'intégrité et de philanthropiste. À ce jour, l'enquête se poursuit et les autorités continuent d'inviter toute victime ou témoin potentiel à se manifester.
Ça va donc être à suivre toute cette histoire-là, Seb. Encore une fois, Miller n'a pas été condamné officiellement. Tout ce dont on vous parle ce soir, c'est des allégations. Oui, donc, éventuellement, il y aura procès, je présume. Puis, on va en savoir un petit peu plus. Donc, pour l'instant, faut tout de même être prudent là-dessus. Mais il y a eu une sortie, là, en fait, cette semaine où on enregistre l'épisode aussi, je pense. Oui, Robert Miller, en fait, il est sorti pour contester l'autorisation de l'action collective dont on vous parle. Et c'est Robert Miller, son ancienne entreprise Future Electronics et un ex-employé qui ont déposé un appel contre la décision autorisant l'action collective qui est intentée là, au nom des jeunes femmes. Et là-dessus, en fait, eux, ils soutiennent que le dossier ne devrait pas être regroupé au sein d'une seule procédure judiciaire, selon ses avocats, et parce qu'il serait impossible de traiter collectivement des questions liées à l'âge et au consentement des plaignantes, qui sont pourtant au cœur de l'affaire. T'sais. Là, ils jouent sur des détails, des technicalités. Là. Et de son côté, Future Electronics, eux, ils contestent son inclusion dans le recours collectif. Parce qu'ils estiment qu'aucun élément ne démontre que les individus mis en cause auraient agi dans l'intérêt de l'entreprise. Ça, j'avoue, mais là, c'est vrai que ça devient tordu un peu de voir... parce que c'est une entité, c'est sûr que ça... Ils mêlent des employés à ça. C'est ça, c'est là que c'est vrai que c'est complexe. Je ne sais pas jusqu'à quel point... Surtout qu'en plus, ça ne lui appartient plus. Mais je comprends un peu, dans le recours collectif, je pense que tu tires un peu partout d'une certaine façon pour arriver à tes fins. Là. Mais sinon, Sam Abrams, ancien bras droit de Robert Miller, lui, il qualifie les allégations le concernant de vagues et ambiguës. Il affirme qu'elles ne peuvent justifier une telle procédure à son encontre. Puis il faut savoir que parallèlement à l'action collective, Robert Miller fait aussi face à des poursuites individuelles qui ont été déposées par d'autres femmes ayant choisi de ne pas se joindre au recours collectif. Ah oui. Donc, on en est là, Émile, actuellement, cette semaine, par rapport à Robert Miller. Donc, ça va être à suivre. Hein? Oui, ça va être à suivre. Je suis toujours choqué de voir ce côté-là de la richesse, encore plus quand ça arrive dans notre ville, près de chez soi. On a l'impression que que ça se passe juste chez nos voisins du Sud ou ailleurs. Mais non, en fait, ça se passe près de chez nous. Il semble avoir carrément une culture je sais pas comment appeler ça, là, une culture de la déviance, auprès des ultra-riches. C'est jamais rassurant de voir ça. Heureusement, c'est quelque chose qui est de plus en plus dénoncé, mais imagine tout ce qu'on sait pas. Imagine le fond de l'iceberg. Ah oui, il y en a combien, là, des réseaux comme ça? Heureusement, au Canada, on n'a pas trop de milliardaires. C'est ça la blague, là. Mais non, c'est dégueu, là, pour vrai. Mais puis en fait, ils sont tout le temps assez pernicieux, hein, parce que c'est toujours des jeunes femmes vulnérables qui vont chercher, tu sais. Oui, souvent de quartiers défavorisés. Oui, c'est ça, qui n'ont pas beaucoup de sous, qui n'ont pas beaucoup d'attention parentale, d'écoute dans leur famille. Ils deviennent un peu... c'est ça, ils mentaient, là, justement, ils voulaient devenir ils disaient qu'ils étaient propriétaires de radio en Californie. Ces jeunes femmes-là ne vont pas aller googler, là, aller fouiller ça sur Internet, ils sont trop jeunes. Hein. Et souvent, dans le cas de Miller, mais on l'a vu dans d'autres cas, que ce soit Epstein, P. Diddy ou encore même R. Kelly, dont on n'a jamais parlé. Vrai, mais souvent, il les recrutait dans le cas de Miller, apparemment, c'était des jeunes filles en fugue ou de centres jeunesse. Donc, effectivement, non seulement c'est des jeunes filles vulnérables, mais souvent, ils n'ont nulle part où aller. C'est sûr que c'est impressionnant pour elles de rencontrer tout d'un coup un bonhomme qui a plein d'argent puis qui les couvre de cadeaux. T'sais. Oui, puis qui leur promet des choses. Puis c'est vrai là, que quand tu as de 12, 13, 14 ans, un adulte qui était, comme je disais, un des témoignages qui disait que même quand j'étais jeune, il était déjà vieux dans les fins des années 90. Donc, il y a une figure d'autorité, il impose d'une certaine façon le respect avec... Il y a plein d'employés en plus. Oui, là. C'est ça, autour de lui. C'est impressionnant pour les jeunes filles aussi d'arriver dans... Même s'ils savent que c'est pas bien ce qu'elles font, de voir tout un système rodé comme ça... Il doit avoir une forme pas de respect, mais de sentir comment dire, dans un genre de système bien établi. Puis je ne sais pas jusqu'à quel point... Tu n'as pas envie de contester ça, en fait. Tu te sens, tu dis respect, mais c'est plus soumission. Oui, soumission, oui, pas respect, là, mais tu as raison. Là.
Bref. Toute une histoire. Dites-nous, chers distordus, si vous aviez entendu parler de l'histoire de Robert Miller. On va vous tenir au courant éventuellement, c'est sûr. Pour nos chers abonnés Patreon, on va parler d'un autre milliardaire déviant, Peter Nygard, un Canadien. Vous allez voir, c'est pas très beau cette histoire-là non plus. Mais bon, au moins ces gens-là ont été dénoncés puis il y a des procédures en cours. Oui. Donc, ça sera un super after show tout de suite après ça. Quoi d'autre? Vous savez où nous trouver, guys? On est partout sur les réseaux sociaux. On est sur YouTube, sur Instagram, Facebook, sur Twitter, anciennement X. L'inverse. L'inverse. On n'y est plus tellement, je dois avouer. Un peu moins, oui. Sur TikTok, on est là aussi. Et puis, merci encore de votre chère écoute. Avant de partir, on y va avec la tradition. On remercie nos chers abonnés Patreon. On arrive tranquillement vers la fin de notre liste là, depuis je ne sais pas trop combien d'années qu'on donne des shout-outs. Ça continue. Ben oui. Je te laisse commencer, Seb, et à bientôt tout le monde. Un gros high-five à nos actionnaires Samuel C., Joanie C., Glimy Dusk, Maude DC et Florence P. Une bonne poignée de main à Karine B., Marco L., India Kelly MB, Lydia M. et Ambre T. Un gros câlin à Megan A., à Tiffany, à Benjamin DD, à Cindy C. et à Excel G. Beaucoup d'amour à Amy W., à Cynthia P., à Alice F., à Victor T. et à Cindy. Et je conclus l'amour à Marie-Maxime B., Vicky L., Joliane DG, et Grand Chef Bandit, et Myriam B. Et Seb, aurais-tu un mot de la fin plein de sagesse pour nous ce soir? Si quelqu'un vous parle qu'il souhaite être congelé à sa mort, il a forcément de sombres choses à cacher. Oh oui. C'est certain.